Bonjour Maryvonne de Saint-Pulgent. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez dirigé le patrimoine au ministère de la Culture depuis 2007. Aussi, vous présidez le comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous avez publié, alors c'était l'année dernière, mais alors on ne pouvait pas être plus d'actualité avec ce très bel ouvrage que je montre à l'image, pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. C'est paru chez Gallimard. Et alors je le dis, c'est un livre 3 fois primé. Prix Victor Hugo, prix de l'Institut de France, le prix Guizot et le prix du Mémorial d'Ajaccio. Donc je vous félicite parce que c'est rare d'avoir un livre qui reçoit autant d'honneurs. C'est un livre passionnant qui raconte Notre-Dame de Paris sous toutes ses facettes, littéraires, artistiques, politiques, etc. Alors ça tombe bien puisque nous allons tout à l'heure avoir la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, 5 ans et demi après l'incendie qui l'avait ravagée. C'est un événement planétaire, cette réouverture, qui va être suivie dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant, Maryvonne de Saint-Pulgent. Est-ce qu'il y a dans la chrétienté un monument qui suscite autant de ferveur et d'intérêt que Notre-Dame de Paris, ou bien c'est un petit peu du nombrilisme franco-français que de vous poser la question ? Ah non, je crois qu'on s'est posé la question en France dès le lendemain de l'incendie, par l'extraordinaire mouvement de générosité. Oui. 150 pays qui ont donné, enfin 350 000 donateurs venant de 150 pays. Oui. C'est une somme supérieure à celle mobilisée pour le tsunami asiatique qui a fait tant de morts. Donc évidemment, ça interpelle, comme on dit. Mais ça a surpris beaucoup de Français de se dire, les gens s'intéressent autant dans le monde à Notre-Dame de Paris que nous, qu'on ne voyait presque plus dans le paysage parisien pratiquement. Oui, tout à fait. On est tellement habitués. En fait, les Français ont découvert Notre-Dame parce qu'ils ont pensé qu'elle allait disparaître. Mais effectivement, ils ont été à la fois flattés et perplexes. Comment expliquer cet intérêt planétaire ? Alors moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette émotion. C'est la réaction de Donald Trump, qui était déjà président des États-Unis, qui a interrompu un voyage pour improviser une conférence de presse. Pas seulement envoyer des tweets, mais improviser une conférence de presse pour dire toute l'importance qu'avait à ses yeux Notre-Dame de Paris, mais aussi laisser entendre que ça pouvait bien être un attentat. Et pour les Américains, l'incendie de Notre-Dame a rappelé le drame des Twin Towers. Et puis l'autre réaction, c'est celle du président chinois, Xi Jinping, qui a proposé son aide à la République française pour restaurer Notre-Dame. Ce sont deux dirigeants qui ont le sens du soft power. Et donc, ils ont tous les deux repéré l'intérêt. Et évidemment, la venue de Donald Trump à Paris pour la réouverture est tout à fait dans cette ligne et souligne qu'effectivement, la restauration aussi est un événement planétaire. Imaginons un instant que ce soit des entreprises chinoises ou des ouvriers chinois qui aient fait la restauration de Notre-Dame. Quel symbole ça aurait été pour le pays. On va en parler de cette restauration parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais d'abord, Maryvonne de Saint-Pulgent, Notre-Dame, dans l'histoire de France, donc c'est un bâtiment presque millénaire, vous dites c'est la cathédrale du pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je crois qu'elle est cathédrale du pouvoir, en fait, bien avant la cathédrale gothique. Il y a une cathédrale parisienne dans l'île de la Cité dès le IVe siècle. Ah, il y a Notre-Dame avant Notre-Dame, c'est ça ? Elle s'appelait pas Notre-Dame, mais c'était déjà la cathédrale parisienne, sauf que ça s'appelait pas Paris. Et elle est déjà voisine du palais impérial, car à cette époque, au IVe siècle, en quelque sorte, c'est une ville frontière, Lutèce. Et donc, les deux empereurs romains du IVe siècle, ils séjournent régulièrement. Et déjà, la cathédrale est implantée à côté du palais impérial, donc forcément, c'est la cathédrale du pouvoir impérial. Oui. C'était la paroisse du roi, disait-on à l'époque. Voilà, alors la paroisse du roi, elle le devient expressément sous les Bourbons, qui la colonisent littéralement au profit de la monarchie bourbonienne, monarchie absolue, monarchie aussi théocratique. Le monarque est le représentant du Christ sur terre. Il est thaumaturge, il guérit les écrouelles et il gouverne l'Église française. Parce que la grande aventure des rois de France a été de soustraire l'Église française à l'influence, non pas à l'influence, mais à la souveraineté du Saint-Siège. C'est le lieu de l'invention du gallicanisme, exactement, comme on dit. On appelle ça le gallicanisme, la liberté de l'Église gallicane vis-à-vis de l'impérium romain. Alors, mais dans la France d'après 1905, d'après la loi de séparation de l'Église et de l'État, dans une France aujourd'hui plus que laïcisée, dans une France déchristianisée, quelle est la position de Notre-Dame dans notre univers mental national, Maryvonne de Saint-Pulgent ? Comme l'a dit le général de Gaulle, c'est une des gloires de la France. Vous savez, dans les premières pages des mémoires de guerre, il cite les Invalides, les Versailles et Notre-Dame, le soir qui descend sur Notre-Dame. Cette évocation de
de la France comme personne. Et je pense que là-dessus, la gloire universelle de Notre-Dame, qui est acquise depuis très longtemps, fait partie des fiertés françaises. Oui. C'est encore la cathédrale du pouvoir, vous diriez, aujourd'hui ? On est en train de le vivre, n'est-ce pas ? En tout cas, ça l'est devenu à partir de l'incendie. On voit très bien, là aussi, la prise de possession par le chef de l'État. Il y a un réflexe spontané d'appropriation, finalement, du drame national de l'incendie de Notre-Dame. Pour la République laïque, ça a été un peu long pour elle de se réconcilier avec la cathédrale royale et impériale. Il ne faut pas oublier le sacre de Napoléon, quand même. Oui, c'est vrai. 2 décembre 1804. Oui, le baptême du prince impérial, royal, impérial, donc pas républicaine. Mais finalement, ils se sont réconciliés avec Notre-Dame-Paris à travers une de ses fonctions historiques qui est le culte des héros. Et ça commence même avant la guerre de 14 et les funérailles de Pasteur, qui ont été les funérailles nationales à Notre-Dame. Mais c'est surtout la guerre de 14-18 qui, avec le retour à Notre-Dame de la célébration des héros morts pour la défense du territoire et de la patrie, évidemment, après la guerre de 14-18, ça va être une des grandes activités de la cathédrale, et c'est à travers ça qu'elle retrouve sa place dans le rituel républicain. Mais est-ce que c'est encore vraiment un lieu spirituel ? Je vous pose la question parce que, vous voyez ce qui se dit, la polémique, elle porte sur est-ce qu'il faut ou non faire payer aux touristes l'entrée de Notre-Dame, 5 €, 10 € ou je ne sais quoi encore. On a l'impression que finalement, Notre-Dame, c'est un peu la pièce maîtresse du musée qui est devenu Paris et par extension la France, la muséification de la France, Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Oui, ou son asservissement au tourisme, parce que c'est une des toutes premières destinations touristiques mondiales. Et ça, c'est une interrogation qui apparaît à la fin du 19e siècle, où déjà les observateurs se demandent si les touristes n'ont pas tué les fidèles. Oui. Et alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas ? Eh bien, bon, je ne crois, c'est pas ça qui tue les fidèles, c'est pas ça qui fait baisser la fréquentation des fidèles dans les sanctuaires catholiques. Mais disons que ce qui est frappant dans la discussion d'aujourd'hui sur le droit de visite, c'est qu'on oublie l'esprit de la loi de 1905. Le législateur de 1905, tout en décidant que les lieux de culte sont exclusivement affectés au culte, en même temps, comme c'est le patrimoine commun de la nation, décide que leur accès sera libre et prescrit expressément tout droit de visite ou taxe à l'entrée. Et cet esprit-là, cette espèce de façon... dans la loi de 1905, il a dit on ne fait pas payer l'entrée des lieux de culte. Donc pour faire un droit de visite, il faut modifier la loi de 1905 sur ce prix et porter atteinte à l'esprit législateur, parce que c'est l'esprit de réconciliation de la loi de 1905. Tout le monde n'est pas un fidèle, mais tout le monde a une propriété commune sur les grands lieux de culte. La restauration qu'on vient de vivre pendant 5 ans après l'incendie, est-ce que ça n'est pas la première qui est connue Notre-Dame ? Est-ce que c'est la plus lourde qu'elle ait connue ? Non, c'est pas la plus lourde, parce que la grande restauration du 19e de Viollet-le-Duc a été considérable, mais elle a duré 20 ans, parce que justement, contrairement à la restauration actuelle, qui a bénéficié d'un tas d'argent tout au début... Ah bah oui, quand même 850 millions d'euros qui sont arrivés. Et donc Viollet-le-Duc a passé son temps à attendre l'argent que lui donnait chichement le Parlement. Voilà, il faut vraiment attendre Napoléon III pour qu'il ait vraiment les moyens de sa restauration. Alors évidemment, les chiffres sont pas comparables, mais enfin, à l'époque, ça coûte beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. La restauration du 19e siècle, la restauration de Viollet-le-Duc, d'ailleurs, vous racontez dans votre livre qu'elle fut le laboratoire de la restauration de tous les monuments historiques qui sont venus par ailleurs. On voit qu'il y a une bataille aujourd'hui concernant les vitraux de la cathédrale. Est-ce qu'il faut remplacer les verrières de Viollet-le-Duc, qui ornent les chapelles de la nef, par des vitraux contemporains? On voit qu'il y a un bras de fer. La Commission nationale du patrimoine a dit non, il faut garder les vitraux originaux de Viollet-le-Duc, enfin les vitraux de Viollet-le-Duc qui n'étaient pas les vitraux originaux. Emmanuel Macron, lui, souhaite toujours un geste contemporain. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette polémique ? Pour Emmanuel Macron, c'est décidé. Dans le livre officiel de la Restauration, il annonce que ce sera une magnifique, etc., notamment à cause des vitraux contemporains. Il veut une représentation de la Pentecôte. Enfin, ça, c'est l'Église qui a fixé un programme. Des charges, Voilà. Mais écoutez, moi je suis contre pour une excellente raison, c'est que les vitraux de Viollet-le-Duc n'ont pas remplacé des vitraux existants, ils ont remplacé les verrières blanches posées par les chanoines pour remplacer les verrières médiévales au XVIIIe siècle. Donc lui, il ne prend pas la place d'un artiste existant. Il y a voilà, c'est contraire à la doctrine internationale. C'est pour ça que la Commission supérieure nationale a dit non. C'est contraire aux engagements internationaux
nationaux de la France dans la Oui. charte de Venise. Et comment vous interprétez cette polémique? Est-ce que le président a une sorte de désir de revanche? Lui qui voulait un concours d'architecture pour rebâtir la flèche, il a dû s'incliner. Finalement, on a gardé le design original. Je pense qu'il voulait imprimer sa marque personnelle sur la cathédrale, comme François Mitterrand avait pu le faire sur le palais royal, le palais du Louvre. Que ça lui, voilà, l'échec de son projet pour la flèche l'a sans doute un peu frustré, et donc, si je puis dire, il se rattrape, et sur la même victime, qui est toujours Viollet-le-Duc. Donc voilà, ça nous dit des choses sur ce que le président pense de Viollet-le-Duc aussi. Mais voilà, alors quant au clergé, il avait cette idée depuis le départ. Normalement, la marque contemporaine est liée. Il a refait le mobilier liturgique ayant été détruit, il est remplacé par un mobilier contemporain neuf, pas mal d'ailleurs, d'une bonne allure. Donc voilà, il y a déjà la marque du contemporain à Notre-Dame, mais bon, on voit effectivement l'obstination du président de la République à vouloir marquer son passage. De passage, il y sera d'ailleurs de toute façon ce soir pour la cérémonie de réouverture. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Notre-Dame de Paris, Maryvonne de Saint-Pulgent. Je revois les auditeurs vers la lecture de votre très bel ouvrage, je rappelle, 3 fois primé, La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. C'est paru chez Gallimard. Bonne journée à vous, merci à vous. Merci de m'avoir accueilli.